Salut à tous et bienvenue pour cette 11e édition du Wrestling Rewind. Et oui, le Wrestling Rewind fait son petit bout de chemin et ça me fait beaucoup plaisir, avec beaucoup de soutien, merci encore. Donc j'ai décidé pour cette 11e édition du Wrestling Rewind de faire plaisir à un fan qui me suit et me soutient depuis le début de cette aventure, puisque je vais faire l'analyse d'un pay-per-view, et notamment de WWE TLC 2010. Sûrement un des meilleurs pay-per-view de l'année 2010 avec WrestleMania 26 et Money in the Bank. Alors l'année 2010 en termes de catch n'aura pas été une année trop mauvaise finalement. La première partie de l'année aura été bien menée avec des pay-per-view de qualité et notamment cette sympathique rivalité entre John Cena et Batista. Puis la seconde partie de l'année aura été rythmée de son côté par cette rivalité entre la Nexus et le reste de la WWE et optionnellement John Cena. TLC 2010 aura clôturé l'année écoulée au sein de la WWE, et je vous remets dans le contexte. The Miz venait de battre il y a à peine un mois de cela Randy Orton grâce à sa mallette Money in the Bank. Beaucoup de monde à ce moment-là pensait que Randy Orton allait remporter pour la première fois un match où le challenger venait d'encaisser sa mallette. Mais non, la WWE en aura décidé autrement et The Miz remportera son premier titre de champion de la WWE grâce à un Skull Crushing Finale. Il est d'ailleurs intéressant de savoir qu'au moment précis où se déroule la TLC, les fans de la WWE se demandaient encore pour quelle raison le Miz méritait-il d'être là en tant que champion. Nous verrons plus tard que son statut de champion finira par être incontestable suite à de bonnes prestations et un talent au micro indéniable, pour ma part, selon moi. Kane, de son côté, était enfin venu à bout de l'Undertaker en pay-per-view pour conserver le titre poids lourd, et notamment dans un Hell in a Cell match, un No Holds Barred match, et le terrifiant Buried Alive match à Bragging Rights 2010. D'ailleurs, si vous vous souvenez, le match a été remporté par Kane grâce à l'intervention de Nexus, lors de Bragging Rights. Mais qu'est-ce qu'elle venait faire là ? Ça on ne le saura jamais, mais selon moi c'était sûrement pour éviter de décrédibiliser totalement l'Undertaker après une nouvelle défaite face au Big Ray Monster en pay-per-view. Bref, on débute la soirée avec un ladder match pour le titre intercontinental. Tiens, Dolph Ziggler et Kofi Kingston dans le match. Comme c'est original. Jack Swagger, en plus, bon on s'en fout, à ce moment là il piétinait totalement, peut-être qu'il piétine toujours, tout dépend de la vue de certains spectateurs. Un excellent match d'ouverture du show avec de très bons spots assurés notamment par Dolph Ziggler qui, je vous le rappelle et je vous l'ai déjà dit, encaisse les coups à la perfection. La fin du match est plutôt marrante et inattendue puisque Kingston et Swagger se battront en haut de l'échelle pour tenter de récupérer le procès Sésame pour finalement le faire tomber par terre tout simplement, permettant ainsi à Ziggler de ramasser le titre. Bon match d'ouverture donc pour moi ça sera un 3,5 sur 5 pour ce match de qualité. Vraiment match correct pour débuter la soirée. Le match suivant, une grande première puisque Natalya et Beth Phoenix affrontaient le duo Lay Cool dans un table match. Une débilité d'ailleurs de la part de la WWE d'avoir créé une table spéciale pour Phoenix et Natalya, puisque nous savions à l'avance que Layla ou Michelle McCool finiraient par passer à travers la table. Comment niquer les pronostics donc, puisque si on crée une table à l'effigie de Layla ou Michelle McCool, je vois pas trop l'intérêt de pas l'utiliser. Bon, finalement. Ça nique un peu les pronostics, c'est dommage. Un match correct, sans plus, le moment de la table qui se brise est plutôt bof. Je vous rappelle, Natalya est à deux doigts de se prendre un double suplex de la part de dans un coin de la part de Layla et de Michelle McCool. Le suplex ne se fait pas, Layla arrive à repousser les deux filles à travers la table ne se brise pas, ça c'est assez marrant à voir. La table se brise pas et enfin Natalya conclut le mouvement avec un splash sur les deux. Donc un moment plutôt bof, moyen pour une table qu'on avait envie de voir d'être brisée d'une belle manière. Donc je vous invite à revoir les moments forts de ce pay-per-view grâce à YouTube, mais bon, un moment bof, ça reste tout de même un match de diva de la WWE, faut pas s'attendre à du mirobolant non plus, hein, c'est de la part de la WWE, faut pas s'attendre à grand chose. 2,25 pour ce match, hein, sur 5, plutôt pour un match moyen, la moyenne, non même pas la moyenne donc. Le match suivant est le match pour les titres par équipe. Je vais pas encore rallonger ma chronique qui est déjà assez longue pour parler d'un match très moyen entre le duo Marella Kozlov d'un côté et Heath Slater Justin Gabriel de l'autre. Un moment de catch à oublier, plus pour amuser le public que pour lui faire goûter le vrai catch. 1,25 sur 5, c'est tout ce que ce match mérite. La division par équipe à ce moment-là était en train de couler et ça tout le monde le savait. Sheamus John Morrison, mon dieu, quel match!
Sans doute le match de l'année aux côtés du Shawn Michaels Undertaker WrestleMania 26 et du Daniel Bryan Dolph Ziggler à Bragging Rights. John Morrison aura beaucoup souffert pendant ce match car il aura dû subir de lourds segments mettant sa jambe en difficulté. Les spots auront été solides, la douleur devait être réelle et intense pendant ce match, notamment pour John Morrison. La fin du match sera d'ailleurs ponctuée par une chute de Sheamus à travers une échelle, dur segment car l'Irlandais n'avait que très peu de protection sur lui, avec tout simplement son style de catch et ses genouillères. Bref, un moment très difficile pour Sheamus. Les deux catcheurs ont bien assuré le show et donc pour moi ça sera un 4,25 sur 5 et je peux même monter à 4,5 sur 5 si je suis gentil. Évidemment, le 5 sur 5 étant réservé à des matchs exceptionnels et je ne donnerai cette note que très rarement, surtout pour la WWE. Alors si vous vous rappelez, j'ai ouvert il y a un topic sur Seven Load, Give the Number, donc où vous pouviez voter pour les matchs de Capital Punishment. J'ai vu beaucoup de 5 sur 5 ou de 0 sur 5. On peut pas mettre 5 sur 5. Concrètement, je voulais pas que les gens mettent 5 sur 5 car si vous connaissez un peu le catch au niveau journalisme, Dave Meltzer, l'un des plus grands journalistes du catch, attribue des étoiles pour les matchs et il n'en offre que très rarement des 5 étoiles et généralement c'est pas pour la WWE, généralement c'est pour des matchs de la Chikara ou de la Ring of Honor. Donc bon, on fait tous des erreurs, c'est pas moi aussi, je pourrais très bien attribuer un match à 5 sur 5 alors que je pourrais totalement me gourer, mais bon voilà, il faut quand même le savoir. Passons donc maintenant Randy Orton The Miz table match pour le WWE Championship. Match très moyen, pas grand chose à se mettre sous la dent, tout pour tout vous dire. À part ce moment où Riley passe à travers la table et The Miz fait en sorte de mettre KO Orton et le placer sur la table brisée pour s'offrir la victoire. Un segment marrant à voir, mais bon, une fin plus concrète aurait été plus judicieuse pour un table match. De toute façon, les table matchs, excusez-moi, ne sont jamais des grands matchs car les lutteurs sont toujours à la recherche continuelle de faire passer l'adversaire à travers la table plutôt que de nous offrir un vrai bon match de catch pour terminer sur un beau segment à travers une table. Un match moyen, sans plus. Randy Orton est un très mauvais catcheur et l'associer au Miz pour un match, ça ne donne rien de bon. Vous n'aurez qu'à voir leur confrontation au Royal Rumble un mois plus tard pour vous faire une idée de la qualité catchesque que ces deux hommes peuvent nous offrir ensemble. Donc résultat des courses, un petit 2,75 sur 5. Le Fatal 4-Way TLC match, je vais être court. Donc Alberto Del Rio, Kane, Edge et Rey Mysterio. Au départ, je rappelle, Alberto Del Rio et Rey Mysterio devaient s'affronter dans un match 1 contre 1, mais finalement on a rajouté les deux hommes dans le match pour le petit poids lourd. La victoire très attendue d'Edge, et ça fait du bien de le voir champion. Sûrement, je pense qu'on devait savoir à ce moment-là que Edge était déjà souffrant en termes de maladies et blessures, donc on a voulu sûrement lui donner le titre maintenant pour qu'il ait l'air d'un champion crédible. Un très bon match, garni de séquences évidemment extrêmes, notamment une énorme chute d'Alberto Del Rio à l'extérieur du ring sur seulement 2 tables. Généralement c'est 4 tables, on l'a bien vu dans les triangle ladder match de WrestleMania 17 ou lors du TLC match à One Night Stand 2008 entre Edge et Undertaker. Généralement c'est 4 tables pour mieux amortir la chute, mais là il n'y en avait que 2, donc c'était assez incroyable à voir. Donc l'action s'arrête jamais puisque nous avons tout de même 4 lutteurs sur le ring. Donc ce qui est bien, c'est rien à redire, si ce n'est que j'aurais aimé voir plus de moments extrêmes. Mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme on dit. Donc note finale pour moi, 3,75 sur 5. Peut-être 4,4 sur 5 si je suis gentil. Et donc on clôture la soirée avec une chose qui m'a beaucoup étonné. Un match qui n'est ni pour un titre ni pour une énorme rivalité, non, juste pour les bookers, la joie de nous offrir la déculottée de la Nexus au complet. Pendant toute la soirée d'ailleurs, la Nexus aura été détruite par John Cena dans des segments plus ou moins marrants, et il ne restait plus que le leader, Wade Barrett, de se faire botter les fesses par Mr. Superman. La dernière action pour décrédibiliser une bonne fois pour toutes sûrement l'une des meilleures équipes heel que la WWE n'avait pas vu depuis longtemps. Un match très bon. Et pourtant les tiers matchs, on en a eu qu'un seul l'année dernière entre Batista et l'Undertaker, et ça ne nous avait pas convaincu. La chaise avait été plutôt mal utilisée. Bref, un match très fun à voir. Les chaises seront utilisées à bon escient pour cette fois, notamment ce Attitude Adjustment de John Cena sur Wade Barrett à travers des chaises dépliées mises côte à côte. C'est assez intéressant à voir. Mais quand même, une chose me titille. Si toute la soirée on a droit à de l'extrême avec des chaises, des tables et des échelles et des chaises, pourquoi faire un match seulement avec des chaises? C'est débile. La gimmick du match en soi est presque ridicule pour une soirée ponctuée par des matchs extrêmes. Bref, bon, ce n'est qu'un petit détail. J'accorde un joli 3,75 sur 5 pour ce match de bonne facture entre les deux hommes qui s'en sont bien sortis face à un type de match qui est pour moi ridicule et catastrophique en termes de construction.
Donc voilà, un pay-per-view de très bonne facture, je ne me cesserai de répéter. À garder le chair match, le John Morrison Sheamus, le Fatal 4-Way TLC match et le Ladder match pour le titre intercontinental. 7 matchs, 4 à garder. Bref, une bonne soirée pour la WWE qui termine son année sur une bonne note. Pay-per-view que je conseille à tous les fans de catch, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour moi. Merci encore une fois, je sais, je me répète, de me suivre et de commenter mes chroniques. Voir vos encouragements sur les forums ou sur les commentaires YouTube, ça me stimule et ça me pousse à m'améliorer encore dans mes analyses et mon envie de publier des chroniques. Donc merci à tous, restez branchés et à la prochaine.